Pendant des décennies, l'industrie de la musique a reposé sur une règle absolue et immuable. Pour faire un disque, il fallait des humains. Il fallait l'effort physique d'un batteur, la dextérité de musiciens de studio et pour les plus gros budgets, la puissance financière de dizaines de violonistes et de cuivres réunis dans une même pièce. Faire de la musique était un artisanat, lourd et coûteux. Mais au cours de l'année 1977, un producteur italien et une chanteuse américaine en quête de crédibilité vont briser ce modèle économique. En prenant une seule décision technique radicale dans un studio de Munich, ce duo va faire basculer l'industrie de l'ère humaine à l'ère du numérique. Et à partir de ce jour précis, la musique populaire ne sera plus jamais produite de la même manière et plus aucun hit à la radio ne sonnera comme avant. Bienvenue dans cette 16e vidéo du mois d'août, on avance petit à petit dans la chronologie. Aujourd'hui, très gros changement, on va abandonner les guitares, les pianos et tous ces trucs d'anciens là. Aujourd'hui, on passe à l'ère du numérique. J'ai fait le choix de vous mettre les morceaux originaux pour que l'histoire prenne tout son sens. Le prix à payer, c'est que la vidéo est démonétisée à cause des droits d'auteur. Si t'apprécies cette démarche, pour me soutenir, c'est très simple. Un abonnement sur cette chaîne et sur ma chaîne secondaire si tu veux en savoir plus sur moi. Merci infiniment, on reprend. Donna Summer naît en 1948 à Boston dans une famille chrétienne de la classe moyenne. Son premier lien avec la musique passe par l'église et à la fin des années 60, alors qu'elle a tout juste 18 ans, elle prend une décision radicale qui va déterminer toute la suite de son parcours. Elle quitte les États-Unis pour s'installer en Allemagne de l'Ouest. Elle décroche alors un rôle dans une comédie musicale, elle s'installe à Munich, apprend l'allemand, se marie et devient une chanteuse de studio parmi tant d'autres. Elle gagne sa vie en faisant des voix de fond pour des publicités ou des productions locales. C'est une simple exécutante dans une industrie allemande qui cherche encore sa place sur l'échiquier mondial. C'est à ce moment précis, au début des années 70, qu'elle croise la route d'un producteur italien installé lui aussi à Munich, Giorgio Moroder. Giorgio est non seulement un homme d'affaires génial, mais aussi un producteur de génie. Il a compris avant les autres que Munich est une plaque tournante économique idéale, moins chère que Londres ou New York, mais dotée d'infrastructures techniques de premier cri. Les deux commencent à travailler ensemble, le courant passe bien, au point qu'ils deviennent une sorte de duo. Nous sommes en 76 et l'industrie musicale mondiale est dominée par un genre, le disco. Sauf que ce marché du disco repose sur un modèle économique extrêmement lourd et très coûteux. Étant donné que c'est un genre très riche musicalement, produire un tube de disco demande des investissements financiers massifs. Les maisons de disques doivent louer des studios géants pour y installer des orchestres complets. On parle de dizaines de musiciens professionnels, des violonistes, des batteurs, des guitaristes. Chaque heure de studio coûte une fortune en salaire et en logistique. C'est un système centralisé où le pouvoir appartient exclusivement aux grands labels capable d'allouer ces budgets colossaux. Au même moment, une révolution technologique invisible s'opère, l'apparition des premiers synthétiseurs. Mais pour le grand public et pour les patrons de labels, ces machines ne sont que des gadgets. La musique électronique est alors cantonnée à deux marchés de niche très spécifiques. D'un côté, la musique expérimentale européenne avec une musique qu'on pourrait caractériser de froide et assez rigide. De l'autre côté, le cinéma utilise ces sons pour des ambiances de science-fiction. Personne dans l'industrie ne croit que ces machines peuvent générer du profit à grande échelle, à moins de s'appeler Pink Floyd, mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Giorgio voit la situation sous un angle purement financier. Il possède son propre studio à Munich et il veut maximiser ses profits et réduire ses coûts de production. À ce moment-là, il conçoit un album conceptuel pour Donna Summer intitulé I Remember Yesterday. L'idée marketing est très simple, chaque chanson de l'album doit représenter une décennie musicale. La face A utilise les codes des années 40 et 50, la face B s'attaque aux années 70. Pour clôturer le disque, Giorgio a besoin d'une dernière piste et il décide qu'elle doit représenter le futur. Arrive alors une session d'enregistrement qui va changer l'histoire parce qu'elle amènera à une décision technique et artistique qui va éliminer d'un coup toutes les règles financières de l'industrie de l'époque. Pour créer ce morceau censé incarner le futur, Giorgio refuse d'engager le moindre musicien d'orchestre.
Il veut un titre produit à 100% par une machine. Le problème, c'est qu'il ne possède pas le matériel nécessaire et ne sait pas s'en servir. Il loue alors un synthétiseur à un compositeur local et engage un ingénieur technique, Robbie Weddell. Robbie réalise un exploit informatique inédit pour l'époque. Il parvient à programmer la machine pour qu'elle génère une ligne de basse répétitive et une rythmique électronique toutes synchronisées sur un même tempo automatisé. Pour la première fois de l'histoire, un ingénieur de son se transforme en développeur. Et c'est historique, un ordinateur dicte la cadence d'un morceau. La seule exception humaine de la session, c'est Donna Summer. Alors quand elle rentre en cabine, elle écoute cette boucle sonore inédite, mécanique et robotique. N'importe quelle autre chanteuse de l'époque aurait tenté de compenser cette froideur technique en imposant une performance vocale puissante, pleine de variations, mais elle fait exactement l'inverse. Elle prend la décision de s'adapter à la machine, elle adopte un chant aérien presque hypnotique, elle enregistre sa prestation en une seule et unique prise. Je sais pas si on se rend compte de la performance, on est en 1977. C'était il y a un demi-siècle et ça sonne toujours comme un son futuriste. Pour se rendre compte de l'avant-gardisme à ce moment-là, sachez que les secrétaires écrivent encore sur des machines à écrire. La télévision n'a pas encore de télécommande. Pour changer de chaîne, il faut se lever pour tourner une grosse molette en plastique. Pour faire une photo à l'époque, il faut acheter une pellicule physique, puis l'apporter chez un commerçant et attendre plusieurs jours que les images soient développées sur du papier. Alors évidemment, lorsque les cadres de maisons de disques écoutent le résultat, ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent. Pour eux, le morceau n'a aucun potentiel commercial. Ils décident quand même de sortir le disque sans aucune promo, sans réel investissement, sauf que ce qui se passe est totalement inattendu. Les DJ des clubs de New York et de Londres s'emparent du disque et le morceau connaît un engouement immédiat. Face à la pression des clubs et à la demande des consommateurs, la maison de disques est contrainte de revoir sa stratégie en urgence. L'impact de cette décision économique et artistique va dynamiter les structures de l'industrie musicale sur plusieurs décennies, transformant à la fois la trajectoire des deux artistes et de la société globale. Sur le plan commercial, les chiffres sont sans appel. Le morceau se classe numéro 1 des ventes au Royaume-Uni pendant 4 semaines consécutives au cours de l'été 77. Aux États-Unis, il intègre le top 10 et s'écoule à plus de 500 000 exemplaires physiques. À l'échelle mondiale, le single dépassera les 8 millions de copies vendues. Mais encore une fois, vous commencez à avoir l'habitude, le véritable séisme est culturel. Une phrase de David Bowie qui découvre le morceau résume assez bien la situation. Elle vient de tout changer pour les 15 prochaines années. La citation est forte, mais Bowie a sous-estimé l'impact du morceau. Ce n'est pas pour 15 ans, mais pour les 50 années suivantes que l'industrie va être transformée. Premièrement, I Feel Love fait de Donna Summer une star mondiale et l'érige même au rang d'icône. Elle devient la figure d'une musique moderne et futuriste. Deuxièmement, sur le plan économique, ce morceau invente un nouveau modèle de rentabilité pour l'industrie de la musique. Giorgio vient de prouver qu'on peut concevoir un hit mondial numéro 1 des ventes sans payer d'orchestre, sans louer des studios immenses et sans dépendre d'instruments traditionnels. Les labels comprennent instantanément qu'ils peuvent drastiquement réduire leurs coûts de production tout en multipliant leurs marges. C'est l'acte de naissance de la production de musique moderne, un producteur, une machine, un interprète. Troisièmement, ce titre décentralise le pouvoir créatif. En montrant qu'un morceau peut être entièrement construit à partir d'un synthétiseur et une boîte à rythme, Donna et Giorgio ouvrent la voie à l'autonomie des artistes indépendants. Au début des années 80, des jeunes issus des classes populaires de Détroit ou de Chicago vont utiliser des machines abordables pour imiter la structure rythmique d'I Feel Love. En faisant ça, ils inventeront la house music et la techno. Au Royaume-Uni, des groupes comme Depeche Mode abandonnent les guitares de rock pour adopter la formule exacte inventée à Munich, une voix humaine posée sur des boucles électroniques. Enfin, l'impact sociétal est immense. I Feel Love devient l'hymne des communautés marginalisées, notamment au sein des clubs gays de New York et de San Francisco, offrant un espace d'émancipation et de liberté à des minorités alors opprimées par la société conservatrice de la fin des années 70. En prenant la décision de remplacer tout un orchestre par une seule machine, Donna Summer et Giorgio Moroder n'ont pas seulement sorti un tube de l'été, ils ont signé l'acte de naissance de toute la musique que tu écoutes aujourd'hui à la radio, sur les plateformes de streaming ou en festival. Ils ont fait basculer l'industrie musicale de l'ère humaine à l'ère numérique. Demain,
très gros morceau, on parlera du premier concept de clip vidéo moderne, l'un des morceaux les plus importants de l'histoire de l'humanité, Bohemian Rhapsody de Queen, et c'est demain, alors à demain.